Vous êtes à l'écoute des vraies affaires. On est avec Alex Saraf, psychopédagogue, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain. La vie est belle et simple. C'est les gens qui la rendent triste et compliquée. C'est aux éditions Béliveau. Alex Saraf, salut. Salut, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission. Je sais que tu as fait un méchant bout de chemin pour te rendre jusqu'ici ce matin. Oui, je sais. On a pris l'autobus, moi et mon ami photographe. On a pris à 6 heures du matin. Ça fait un beau petit réveil, c'est le fun, avec le petit café. Oui, le voyage d'autobus, t'as le temps de te réveiller, jaser, te faire une tête sur l'entrevue qui s'en vient. En tout cas, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Tu sais que là, t'es dans un contexte de simples vedettes. À l'émission, on reçoit des gens, puis on les appelle nos simples vedettes. C'est des gens qui avaient un objectif, qui ont toujours eu une passion, puis qui ont fini par développer leurs compétences pour en arriver à ça. Puis avant de parler de ton livre, parce que je sais que c'est ça l'objectif, puis c'est ça qu'on veut faire, j'aimerais savoir, apprendre à connaître un peu Alex Saraf, parce que moi, honnêtement, on s'est rencontrés, mais je connais rien de toi, je sais pas t'es qui. Ça a commencé comment, ta jeunesse, ta famille, ça a été quoi qui t'a lancé vers la psychopédagogie? Comment ça s'est passé tout ça? Oui, mais c'est ça, c'est que j'ai eu une belle enfance. Moi, j'étais un enfant très heureux. Enchanté. J'ai eu vraiment une belle enfance, une adolescence aussi. J'ai jamais vécu ma crise d'adolescence. Donc, on a un papa qui est dans quel domaine, une maman qui est dans quel domaine, des frères, des sœurs? J'ai un frère, j'ai une sœur. T'es le plus vieux, t'es le plus jeune? Moi, je suis le bébé. T'es le bébé, OK. Je suis le bébé. Puis on a un papa qui fait quoi dans la vie? Là, il est retraité, ma mère aussi. De quel domaine? Il était dans le secteur public, là, dans l'aspect commercialisation. Là, la commercialisation? Oui, les magasins, là. C'est bon. Fait que c'est un businessman. Oui, c'est ça, exactement. Puis mes oncles aussi, là. Oui. Fait qu'issu d'une famille de business, pas eu de crise d'adolescence où on est encore dedans, puis c'est pour ça qu'on l'a pas vu passer. Moi, je ne l'ai pas vécu. Ma soeur l'a vécu, mon frère, non. Mon père, je sais pas, j'ai jamais posé la question. Probablement que tu n'étais pas là. Mais mon père avait vécu la crise de la quarantaine, par exemple. Et vraiment intensément. Il a échangé sa vie il a échangé sa vie à 44 pour 2 petites 22. Non, il restait avec ma mère, mais là, ils sont séparés. Là. Okay. Mais sinon, il avait vécu sa crise de la quarantaine. Ça, je me rappelle, le démon du midi qu'on appelait. Fait que l'intérêt de la psychologie, ça te prend quand, ça? À quel moment? C'est ça. C'est que moi, quand j'ai pris le cours Introduction à la psychologie avec ma professeure préférée au Cégep de Saint-Laurent. J'étais une ancienne étudiante du Cégep de Saint-Laurent. J'enseigne là depuis 17 ans exactement. Puis j'ai pris le cours Introduction à la psychologie au Cégep de Saint-Laurent dans les années 90 avec ma prof préférée qui s'appelle France Rainville, qui enseigne maintenant au Cégep Montmorency. Puis j'ai adoré sa pédagogie, j'ai adoré la matière, comment elle l'enseignait aussi. Donc, c'est le domaine qui m'intéressait le plus, la psychologie. Parce que quand j'étais à l'école secondaire, je savais pas si je voulais devenir avocat ou enseignant, mais je pensais qu'enseignant, oui, je pourrais. Puis c'est ça, donc je me suis dirigée là-dedans, j'ai fait le bac. Puis là, j'ai fait la maîtrise en psychopédagogie, qui est une branche de la psychologie. Parce qu'il y a la neuropsychologie, la psychopathologie, la psychologie clinique, la psychologie sociale. Puis moi, je voulais y aller en psychopédagogie parce que ça parle de l'enseignement, les dynamiques de groupe, les méthodes d'apprentissage, puis ça, j'y crois. Là. Fait que là, tu vas bien t'entendre avec Pierre en tabarouette. Oui, parce que j'ai entendu les psychosociologues, c'est ça? Psychosociologues nous parlent toujours des méthodes d'apprentissage qu'il faut réussir à susciter chez les élèves qui sont visuels, kinesthésiques, auditifs, puis etc. Il y a des manières de parler aux gens puis de les approcher. Oui, puis j'ai 2 chapitres dans mon livre qui parlent de la pédagogie collégiale. Cool. Ouais. Ce livre-là, ça prend idée, ça prend racine comment? Oui. Ça commence par quoi, là? Oh my God, ça commence, comme j'avais dit déjà, ça commence en mars-avril 2007, où je voulais publier l'essai de ma maîtrise. Puis je me suis rendu compte que ça va être vraiment difficile de le publier parce que c'est un essai qui portait sur l'insertion professionnelle, le statut professionnel et les compétences pédagogiques des professeurs de cégep.
Donc, c'était plus spécifiquement en psychopédagogie, mais c'est au fur et à mesure que les années avançaient, ça faisait 10 ans que je voulais mon livre. Je me suis dit, non, je vais écrire en fin de compte plusieurs chapitres. J'ai enlevé des chapitres. Puis, en fin de compte, il y a juste 1% de mon livre qui est pour essayer de ma maîtrise. Puis, j'ai pris beaucoup de formations à travers les années avec psychiatre, psychanalyste, sexologue, psychologue. Donc, je voulais partager mes connaissances. J'avais besoin de ce projet-là, je pense, aussi avec pour le grand public. Là, je voulais peut-être que ça m'amène quelque chose d'autre que de faire de l'enseignement à temps plein. Là, mais c'est ça ce que je voulais en fin de compte. Puis j'ai hésité avant. J'étais ambivalent de le publier. Puis là, je suis bien content que ça a donné ce que ça a donné. Moi, Alex, j'aime bien ça arriver du champ gauche des fois. Je fais beaucoup de formations aux adultes. J'ai étudié en andragogie, entre autres. Oui, et je suis en mesure de comparer les méthodes que j'utilise, les méthodes que je peux voir en éducation des adultes, en comparaison avec ce qu'on utilise, par exemple, l'école primaire et l'école secondaire. Avec tous les problèmes que ça peut causer dans nos écoles d'exiger d'enfants, comme tu as vu mon petit garçon là, qui était à côté, qui a 12 ans, là, qui on exige de rester assis attentif pendant des heures à écouter des matières complètement plates. J'aimerais savoir ton opinion sur ce que tu as observé de la pédagogie dans nos écoles primaires et secondaires actuellement. Es-tu en mesure d'avoir un regard là-dessus avec ton expérience? Je pourrais peut-être, je sais pas. Moi, c'est plus l'enseignement collégial, c'est plus le domaine au cégep. Mais je me rappelle que j'ai été auxiliaire, en fin de compte, de recherche dans les écoles secondaires. Puis j'étais auxiliaire de recherche, j'y allais voir si la lecture se faisait. C'était un projet de recherche à l'Université de Montréal, là, avec c'était Roch Chouinard et compagnie. Roch Chouinard, il a écrit un livre aussi sur la gestion de classe. Puis j'ai allé voir comment la lecture se faisait en classe. Donc j'observais, j'ai donné des questionnaires primaires, secondaires. Écoute, c'est sûr que le milieu de l'éducation a changé. Il y a toujours des changements. Donc là, on parlait pas de sexualité, mais là, on peut en parler. Puis là, on disait, on va en parler, mais on va en parler par rapport à l'historique, aux statistiques, là, tout ça. Donc, je pense que ça a changé. Je sais pas. Écoute, je vais te prendre sur un autre angle d'abord pour entendre ce que j'aimerais que tu puisses nous dire. Vas-y, est-ce que on va te le faire dire. Je comprenais pas vraiment. Je suis convaincu que tu as une belle expérience à nous partager. Oui. Pour toi, une pédagogie gagnante, efficace, qui atteint son but, comment tu décrirais une pédagogie là, qui est vraiment avantageuse? Ben, premièrement, c'est un bon climat propice à l'apprentissage. Donc, il faut aussi... Moi, la façon que je le vois, puis la pédagogie, que ce soit cégep, université ou secondaire, c'est qu'il y a des variables aussi intermédiaires qui sont plus difficiles à contrôler. C'est sûr que moi, je vois le professeur ou la maîtresse d'école comme étant en fin de compte la capitaine là, qui mène le rameur meneur du groupe classe. Je vois les dynamiques de groupe aussi. Puis, c'est dans un processus d'apprentissage où il y a la persévérance, l'effort, la persistance à la tâche, comme le disait Jacques Tardif. C'est quoi la motivation scolaire? C'est ce qu'il disait sa définition. Alex Saraf, psychopédagogue, je le répète pour ceux qui viennent de se joindre à nous. On jase de son livre « La psychologie pour apprécier l'humain ». Il y a un article qui est sorti la semaine passée dans le journal local ici à Québec qui parlait du faible taux de réussite à décrocher un diplôme au niveau des garçons au collégial ou au secondaire. Est-ce que tu es de ceux qui croient que le genre de pédagogie puis la manière qu'on va enseigner à ces garçons-là va avoir un impact direct sur leur motivation et leur capacité d'obtenir leur diplôme? Ben, je pense que les garçons, les étudiants de sexe masculin au cégep, il y a moins de persévérance. Donc, il y aurait moins de motivation scolaire d'après Jacques Tardif, d'après sa définition. Je pense aussi, c'est parce que l'adolescence aussi, c'est une période qui est difficile. C'est parce que c'est vrai, c'est aussi pour les filles, mais les garçons peuvent être plus préoccupés par les sports, par les activités récréatives. Par les filles. Par les filles, exact. Exactement. Donc, il y a toujours ça, les activités... j'entends. OK, c'est bon. Donc là, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça, mais comment on peut motiver nos garçons? Mais moi, je pense qu'il faut faire ce
ce qu'on peut appeler, Jacques Tardif aussi en parlait, il a développé beaucoup le concept de transfert des apprentissages. Okay. Le transfert des apprentissages, ça veut dire, qu'est-ce que cela va me servir? Exact. Qu'est-ce que j'apprends en classe? Qu'est-ce que cela va me servir dans le concret, dans la vraie vie, dans la réalité? Puis je vais juste te donner un exemple. C'est un petit peu drôle, mais moi, j'ai enseigné 4 fois le cours psychologie de la sexualité. Puis il y avait... parfois, je dis aux étudiants, prenez une feuille mobile, là, puis je sors de la classe comme 10, 15, 20 minutes, puis écrivez vos commentaires, puis je reviens, puis c'est anonyme, c'est confidentiel, n'écrivez pas leur nom. Puis là, la page est tournée, puis là, je retourne, puis je prends les feuilles. Puis il y en avait un... Il a écrit « Merci, vous avez enseigné les notions par rapport à la psychologie de la sexualité. Là, je vais mettre en pratique par rapport aux filles, par rapport à la séduction. » C'est dans le sens que ce qu'ils apprennent en classe, il faudrait que ça soit, en fin de compte, que ça amène quelque chose, là. C'est ça ce que je pense. Pour que ça soit lié à ce qu'ils veulent faire, puis que ça les intéresse. Ce qui les intéresse aussi, si on apprend dans le cours de santé mentale, c'est quoi la bipolarité, c'est quoi l'empathie. Mettons, moi, j'enseigne l'empathie à mes étudiants, mais j'aimerais ça qu'ils l'appliquent et qu'ils s'en servent de l'empathie. Parfois, là, je peux te le dire, là, que je me suis dit, j'ai enseigné l'empathie à mes étudiants, puis je ne l'ai pas vu pendant la session, l'empathie, puis je l'ai vu dans une minorité d'étudiants. Ils l'apprennent techniquement sur papier. Ils répondent ce qu'ils voudraient répondre, en fin de compte, sur la feuille, mais dans la vraie vie, là, il faudrait qu'ils l'appliquent. C'est pas assimilé. Ce qui m'amène à ma prochaine question, Alex Saraf. Ouais. Compte tenu du domaine dans lequel tu évolues, je me permets de présumer que ton enseignement, ta façon d'enseigner fait partie de ton enseignement. Alors, un observateur qui regarde ta classe, est-ce qu'il va observer des choses différentes dans ta classe, dans ta façon d'enseigner, que ce qu'il verrait dans la classe d'un autre enseignant? Si oui, ça serait quoi? Ça se peut, parce que c'est sûr, veut pas, le psychopédagogue en moi sort, dans le sens que je leur apprends les stratégies de mémorisation. Donc, mettons que les 5 traits de personnalité stable à l'âge mûr, on l'a à n'importe quel âge. Donc là, je fais un acronyme. Apéro, ou paréo, ou opéra. Pour les 5, ouverture à l'expérience, propension à la névrose, extraversion, rigueur, amabilité. Bon, je m'en souviens de ça par cœur. Donc, c'est veut pas, ou des images mentales, ou la méthode des lieux. J'ai pris un coulette avec, en tout cas, Cooler au dépendant de la Gestate. Là, c'est France Rainville qui donnait cet exemple-là. Si veut pas, ça sort dans mon enseignement. Puis je pense que ma façon d'enseigner, c'est aussi, je veux leur apprendre le respect, l'empathie. Donc, il y a cette partie de moi qui sort probablement, qui est probablement que je ne suis pas trop recherche. Je vais leur parler de certaines recherches, oui, mais tu sais, j'ai pas fait de recherche au niveau doctoral, là, donc ça va pas sortir de ce côté-là. Mais je veux leur apprendre le concret, puis je pense aussi mon style de personnalité sort en classe. C'est ça que j'allais dire. Tu as une personnalité colorée, tu as un caractère assez unique. Moi, je pense on te remarque à travers 10 000 personnes. Ouais, mais en même temps, ça, là, Pierre-Yves, là, c'est parce que ça peut déranger une minorité aussi des gens. Probablement. Et je pense que c'est ça ce qui s'est arrivé, surtout les dernières années. C'est-à-dire? Malheureusement, là, ou heureusement, je ne sais pas trop. C'est parfois la différence, ça dérange. Hein? Donc, parfois, quand on a une personnalité qui prend sa place comme la mienne, je suis comme extraverti, tout ça, peut-être que ça aurait pu déranger, là, je sais pas, là, mais j'ai vu ça plus les dernières années, là, que comme c'est une personnalité colorée, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, parce que tout le monde voudrait que la personne soit dans le même moule, qu'on enseigne de la même façon. Ben oui, mais ça, là, ça va toujours déranger. Il y a personne que tout le monde aime, anyway. Ouais, moi, ça me dérange que ça dérange. Alors, on va finir avec ça. Pour en venir à ton livre, même si ça me tenterait de creuser davantage. Non, arrête. Je te mettrai pas dans l'eau chaude. Pour en venir à ton livre, quelqu'un qui le lit va en retirer quoi? Va en retenir quoi? Ça va lui apporter quoi? Qu'est-ce qu'il va y trouver qui va l'intéresser? Il va retrouver des notions qu'on enseigne au niveau cégep ou dans la vie de tous les jours. Il va apprendre par rapport à la santé mentale, les problèmes
problèmes de santé mentale. Il va apprendre par rapport à la sexualité adolescente, adulte, des choses qu'on sait, qu'il va reconfirmer ou des choses nouvelles. Il va apprendre par rapport à l'amour et le deuil, qu'un deuil, ça dure 18 à 24 mois, mettons. Il va apprendre par rapport aux adolescents, les dynamiques de groupe, nos relations interpersonnelles. Donc, il va apprendre des choses. C'est un livre de vulgarisation où en fin de compte, j'ai pris 12 chapitres plutôt que d'écrire 12 livres. Parce que je sais pas si j'en écrirai un autre livre. Donc, j'ai pris les 12 chapitres. Je suis pas sûr, là. Ça a été un voyage assez extraordinaire. J'ai adoré. C'est de la job, écrire. Ah oui, mais c'est un parcours extraordinaire. Je suis encore à ma 2e année de promotion. Est-ce que j'en écrirai une autre histoire? Je ne sais pas. Ça se peut dans le futur, mais ça va prendre encore quelques années, j'imagine. Mais je veux dire, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais c'est ça ce qu'il va apprendre. Il va apprendre que la vie est belle et simple. Ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. C'est ça, moi, ma maudite question. Ouais! Je t'interromps là-dessus, là, parce que c'est exactement ma prochaine question. Tu viens de le dire, la vie est belle et simple. Ce sont les gens qui la rendent triste et compliquée. Ce que tu me racontes depuis tantôt, là, ça a l'air assez compliqué. Là. Fait que, ça a l'air assez compliqué. Comment t'as fait pour tirer cette phrase-là, la mettre sur la page couverture de ton livre, puis en arriver avec des explications aussi complexes que tu nous donnes depuis tantôt. Là. Ouais, je sais, mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que c'était en 2005. J'avais fait la connaissance d'une fille, en fin de compte, qui était vraiment... c'était sur, en fin de compte, un site... Puis, en fin de compte... Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, je rentre pas dans les détails, là. Puis, je dis pas c'est... OK. Puis là, elle a écrit sur son profil que la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Ouais. Puis là, j'ai pris cette phrase-là, mais j'ai perdu contact avec elle. Ça fait quand même des années, ça fait 14 ans. Tant que t'as pas perdu contact avec l'idée, c'est pas pire. Ouais, mais c'est ça. Puis là, moi, je leur ai dit, tu sais, ils savaient que... Je savais pas qu'elle allait le mettre comme sous-titre. Je savais pas, mais quand je l'ai vu sur la page couverture, je me suis dit, tabarouette. Ils ont permis de mettre ça comme sous-titre, c'est génial. Puis c'est vraiment accrocheur parce que à chaque fois que quelqu'un regarde mon livre, il dit la vie est belle et simple, dans les gens qui ont triste, compliqué. Il dit c'est vrai. Il dit ça comme ça, ils sont comme en accord avec ce qui est là. Puis la psychologie pour apprécier l'humain, c'est un titre une ancienne, en fin de compte, éditrice qui m'avait donné l'idée, là, en fin de compte. Mais là, Alex, est-ce que cette phrase-là, cette affirmation-là, passe le test de la réalité dans le chemin le moins fréquenté? Il commence son livre en disant exactement le contraire. Il dit « La vie est difficile ». Est-ce que ça passe le test de la réalité, cette affirmation-là, ou c'est juste une phrase amusante pour... Non, c'est pas une phrase amusante, c'est une phrase que j'y crois. Que j'en parle dans mon livre. Mettons que la vie est belle et simple, ce sont les gens que la rentrée, c'était compliqué. Comment les gens la rentrée, c'était compliqué? Mais ceux qui vont lire le livre sur la violence dans nos relations, ils vont comprendre qu'un adolescent sur 5, c'est les statistiques, il vit de la violence, que ce soit verbale, psychologique, sexuelle, etc., là. Économique, spirituel. Là. Il y en a beaucoup. Il y en a 6. Puis il va prendre que c'est ça, c'est les gens qui sont compliqués, puis les relations interpersonnelles sont compliquées parce qu'on est des gens différents. Puis comme tu avais dit, Pierre-Yves, chaque personne a son style de personnalité, son caractère, puis son tempérament. Puis chaque personne est unique. C'est la mosaïque humaine. Ça fait pas partie de la vie, ça? Ben oui, mais c'est parce que tout le monde veut parfois qu'on rentre dans le même moule, puis qu'on enseigne de la même façon. On n'enseigne pas de la même façon, puis on a le droit à notre différence aussi, là. Je veux dire, mais c'est comme... Si la vie... Moi, j'enseigne ça à mes étudiants, puis j'ai dit, vive la différence. Si tout le monde serait pareil, ça serait vraiment une vie plate, là, je trouve. Ben, vivre la différence, c'est une chose. De dire que la vie est simple et belle, c'est une autre chose. La vie est belle. Parce que vivre sa différence, tu l'as dit toi-même, tu as laissé entendre tout à l'heure que de vivre sa différence, c'est pas si simple que ça. Ben exactement. Et ça crée des difficultés. Exactement, ça crée de la difficulté. Mais la vie est belle, c'est-à-dire... Ce qu'elle voulait dire... elle voulait dire que la vie... Moi aussi, je crois à ça. La vie est belle. Elle est belle telle qu'elle est. Puis elle est simple. Mais c'est parfois nous autres qu'on se complique la vie aussi. Ou que les autres nous compliquent la vie. Comment on peut se compliquer la vie? C'est vrai, ça dépend de notre vision aussi. Ben oui, il y a parce tout un recul à avoir. C'est une question de perception. Exact. Puis c'est vrai que c'est une question de perception. Puis on n'est pas responsable non plus de la perception des gens, comment ils nous voient. On est responsable de ce qu'on dit. Mais l'image qu'on projette aux autres, tu sais. Mais je veux dire, la vie est belle, mais les gens, parfois, on sabote notre propre bonheur. On veut la perfection.
exemple, c'est ça, là. Je veux dire, on fait des erreurs aussi, hein, c'est normal. Question, tu as soulevé un questionnement tantôt. On parlait pas de ça, mais tu l'as mentionné à quelques reprises déjà. Tu as dit, j'enseigne l'empathie à mes étudiants. Oui. Là, moi, j'essaie de m'imaginer un prof dans une classe, manière empirique, qui connaît très bien la pédagogie, mais qui essaie d'enseigner l'empathie. Là. Comment on enseigne l'empathie? Je l'enseigne à mes étudiants. Je l'enseigne à mes étudiants, c'est que dans tous les cours, introduction à la psychologie qui est maintenant initiation à la psychologie, psychologie du développement, psychologie de la santé mentale, psychologie de la sexualité et psychologie sociale, dans les 5 groupes, j'enseigne la notion d'empathie. Donc moi, premièrement, je leur dis c'est quoi la définition. C'est un mode de traitement cognitif, ça veut dire intellectuel, qui se passe dans la tête avec les processus mentaux, où je suis capable de me mettre à la place de l'autre et j'essaie de comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre ressent. Je me mets dans ses souliers quelques instants, puis je suis capable de reconnaître et de comprendre ce qu'il vit. Ça, c'est la définition. Ça, c'est voir la réalité. Ma définition. Dans la vraie vie, on enseigne ça comment à des jeunes? Dans la vraie vie, je leur donne une mise en situation dans le cours de psychologie de la sexualité, ou, mettons, la personne qui a attrapé une MTS, ou quelqu'un qui a été, violé. Puis là, les étudiants doivent dire des mots d'empathie parce que je leur dis, c'est quoi les mots d'empathie que vous allez écrire? Puis là, ils vont écrire dans l'examen, là. Ils vont écrire, je suis désolé d'entendre ça. Je te souhaite bon rétablissement, que tout va bien aller. Je peux me mettre à ta place. Il y en a une étudiante qui a écrit, je suis touchée par ta douleur. En fin de compte, je partage ta douleur. Mais sauf que si, mettons, j'avais un étudiant, si un étudiant est malade, puis s'est cassé un poignet ou je sais pas trop, là, ou un bras, ben tous mes étudiants signent la carte de mon rétablissement. Parce que je fais le transfert des apprentissages par rapport à mes étudiants. Je veux qu'ils apprennent ça, qu'ils ont appris ces mots d'empathie, mais qu'ils l'appliquent aussi. Mais je peux pas contrôler ce qu'ils font à l'extérieur de ma salle de cours, par exemple. Évidemment. Donc, mais, évidemment. Donc, c'est ça ce que je dis. J'enseigne l'empathie parce que j'y crois, là. Puis, ouais. C'est ça. Puis ça vient aussi du fait que moi, je me suis donné cette mission professionnelle il y a plusieurs années parce que j'avais vécu une incapacité physique étant donné que je me suis cassé le poignet il y a plusieurs années. Et là, moi, j'ai vu le manque d'empathie chez les gens et ça m'avait dérangé, ça. Puis là, je me suis dit, il faut que j'en commence à enseigner l'empathie, puis je leur apprenne ça, puis ça vient d'où, puis comment les psychologues savent qu'il y a 15% de la population qui est empathique seulement, parce qu'ils donnaient des mises en situation. Ils disaient, la personne s'est séparée après 15 ans. Qu'est-ce que vous allez le dire? Bien, les gens disaient, « c'est plate. Un de perdu, 10 de retrouvé. Il y a plein de poissons dans l'océan. C'est pas si grave. T'en trouveras quelqu'un d'autre. C'est pas des mots d'empathie, c'est pas si grave. C'est plate. Donc, c'est ça que j'en dis. Puis les gens, regarde, c'est comme... Ils disent même pas je suis désolé d'entendre ça. Ils vont nier, ils vont rien dire. Tu vois dans le plâtre là, que tu es en train de souffrir. Puis d'un autre côté, on n'a même pas besoin d'aller si loin que ça. Je veux dire, tu as juste à regarder en milieu de travail ou en milieu scolaire. On va rester en milieu scolaire. Ouais. Quelqu'un là qui fait... ça doit être plus rare que ça arrive, mais ça doit arriver, tu sais, burn-out, dépression. À un moment donné, là, il est où, Régent? Ça fait 2 semaines qu'on l'a pas vu. Il est en dépression, il est chez eux. C'est fille de tapette, il est donc ben pas solide, tu sais, puis il n'y en a plus d'empathie dans ce genre de situation-là. Il y a un manque d'empathie, ça. L'égocentrisme prend plus de place que l'empathie. Exactement. Il y a un manque d'empathie flagrant, par exemple, là, où on va dire, j'ai pas d'empathie pour toi, mais j'ai l'empathie envers les gens qui sont morts en Haïti, là, tu sais, quand il y avait le exact. Où ils vont te dire, tu t'es cassé le poignet parce que Dieu t'a puni. Il y a vraiment des gens qui disent des affaires méchantes. Ou j'aurais de l'empathie avec ceux qui en ont pour moi. Moi, ça m'énerve, les gens qui veulent être gentils juste avec ceux qui sont gentils. C'est quoi ton mérite, là? Traite pas les gens en fonction de leur méchanceté, traite-les en fonction de ta gentillesse à toi. Ou moi, je me suis fait dire aussi par quelqu'un, je nommerai pas, mais je peux pas te comprendre. Je peux pas comprendre ta peine par rapport à ton os qui est cassé, ton poignet. Parce que moi, je me suis pas cassé un os dans mon corps. Donc, je peux pas comprendre, je peux pas mettre à ta place. Fait que je te dirais rien, tu sais. C'est ça. moi, je pleure devant cette personne-là. La personne n'a aucune empathie. Je peux pas comprendre. Je peux pas comprendre. Gêne-toi donc. Oh my God. Avec toutes ces années d'enseignement-là, t'as dû en voir des étudiants, t'as dû en voir des salles de cours. Il y a sûrement des moments qui sont arrivés
là, je te demande pas de me digresser en détail puis de me brûler l'anonymat des gens. Il y a sûrement des moments qui sont arrivés où est-ce que tu as pogné de quoi, là? Tu t'es dit, ah wow, là, je sais que j'ai vraiment fait le bon choix de m'en venir dans ce domaine-là, de faire cette carrière-là, que tu t'es dit, wow, ça donne tout un sens au travail que j'essaie d'accomplir. Oui, parce que c'est arrivé la session passée. Puis il y avait un étudiant qui est rentré dans mon bureau, puis je ne sais pas de quoi on parlait. Il dit, « Monsieur Saraf, vous êtes un bon professeur, puis n'oubliez jamais ça, que vous êtes un bon professeur. » Ça fait puis il est parti de mon bureau. Ça, je vais toujours me rappeler de lui. Sérieusement, là, il est parti de mon bureau. Il dit, « Monsieur Saraf, vous êtes un bon enseignant et ne vous oubliez jamais que vous êtes un bon enseignant. » Il est parti de mon bureau. Ça va toujours rester avec moi. Ça, là, j'ai eu ça la session passée. C'est touchant. C'est touchant. Puis j'ai eu un courriel d'une étudiante aussi qui m'a écrit, « Vous êtes une belle et une bonne personne. » Puis votre joie de vivre est contagieuse. Elle a dit, j'ai adoré devant votre cours, en fin de compte. Je reparle. Très intéressant, parce que là, en plus, c'est ta personnalité, c'est ta valeur en tant qu'être humain qui rentre en ligne de compte, puis que les gens apprécient. Puis moi, je pense, là, honnêtement, je me mets dans la peau des jeunes du cégep, parce que je suis déjà allé, je sais c'est quoi, je suis pas encore si vieux. Puis quand j'avais un professeur qui était un personnage coloré dans ton genre, souriant, unique, je veux dire, moi, il captait mon attention en partant parce qu'il sortait du maudit moule, justement, puis c'est ça qui me le rendait intéressant. C'est le fun! Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, j'aime ça. Il y a des défracteurs qui vont dire, il est trop coloré, mais c'est quoi? C'est 10 c'est 5 Mais on peut pas plaire à tout le monde, puis c'est la minorité. Alex Saraf, psychopédagogue, son livre « La psychologie pour apprécier l'humain avec la vie est belle et simple ». On peut se procurer où? Qui la rendent triste et compliquée. On peut se procurer ça où en terminant? Donc, le livre, on peut aller dans n'importe quelle librairie, puis le commander, Archambault, Renaud-Bré, Indigo, Parchemin. Puis ça prend 5 à 10 jours ouvrables de le commander. Ou on peut le commander en ligne. Puis il y a bellivoediteur.com, Archambault, Renaud-Bré, Parchemin, ainsi de suite. Ou on peut l'avoir en version électronique, EPUB aussi, sur Internet. Puis moi, je suis sur Facebook, donc Alex Saraf, écrivain, Facebook. Vous pouvez voir mes vidéos aussi sur YouTube, là, donc vous pouvez communiquer avec moi sur Facebook, etc. Et juste pour terminer, préface de Yvon Dallaire. Oui. Qui est Yvon Dallaire? Yvon Dallaire, c'est un psychologue clinicien qui est dans la ville de Québec, puis il vient ici à Lévis, à CJMD 96,9 FM, avec Toi et nous, etc. Là. Puis moi, c'est moi qui lui avais dit de venir ici. En fin de compte que ça existait, c'était une station de radio, il ne savait pas. Donc, je suis bien content que ça a donné ça. Puis c'est lui qui a écrit la préface, puisque j'ai suivi la formation de 60 heures avec lui en thérapie positive, conjugale positive, là. Puis les 60 heures avec Dr. Yves Psalti. Beaucoup de travail sur le couple. Hein? Avec le couple, j'ai suivi les 120 heures. Je suis le seul professeur de cégep. Il y a des trucs sur les hommes aussi, je pense. Oui, c'est sûr. Oui. Il fait partie aussi pour Hommes Québec, là, je pense, oui. Puis c'est ça, donc j'ai dit s'il pouvait écrire la préface de mon livre. Puis moi, je suis bien content de ce que ça a donné. Là. Alex Saraf, psychopédagogue, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Lévis, Québec, en partant de Berry-UQAM ce matin. Ça prenait du courage, ça prenait des couilles en acier trempé. Surtout que je pense que les conditions routières ne devaient pas être encore sensationnelles tôt ce matin. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Très encourageant de voir qu'il y a des gens qui sont conscients de cette pédagogie-là, de cette approche-là pour nos jeunes. Merci pour ta couleur, merci pour ta personnalité. Merci. Change pas d'un brin, sauf si c'est pour le mieux.